Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Récemment, je me suis rendu à Toronto pour constater sur le terrain les échecs des politiques de gestion immobilière de l'Ontario. Comme vous le savez, j'ai fait quelques vidéos abordant la crise du logement au Québec et les conséquences occasionnées par le contrôle du prix des loyers. Même si le Québec est très loin d'être le paradis de l'immobilier locatif en raison de son système législatif plutôt contraignant, sachez que l'Ontario est encore pire. Dans cette vidéo, je vous explique en quoi nos voisins sont pires que nous en matière de politique encadrant l'immobilier locatif et je vous montre en images ce que j'ai constaté sur le terrain. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, au Québec, les prix des loyers sont fixés par l'État en cas de mésentente entre un propriétaire et son locataire. Lorsqu'un locataire conteste son augmentation ou le prix du loyer d'un appartement dans lequel il vient d'emménager, le tribunal administratif du logement ou le TAL fixe le loyer du plaignant. Pour ce faire, le tribunal se base sur une feuille de calcul pour déterminer l'augmentation de loyer jugée acceptable en fonction des revenus et des dépenses reliées à l'immeuble. Le hic, c'est que le TAL a la tendance d'accorder des augmentations qui ne suivent pas du tout la hausse réelle des prix subis par les propriétaires et que sa feuille de calcul impose une période d'amortissement des dépenses d'immobilisation de 50 ans. Le TAL ne fait au fond qu'appliquer les politiques gouvernementales qui ont pour objectif de garder les logements abordables. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions et la fixation des prix des loyers a plusieurs effets pervers, qu'elles soient imposées indirectement, comme c'est le cas au Québec, ou directement comme en Ontario. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que contrairement au Québec, qui n'a pas de politique officielle de fixation des loyers, l'Ontario fixe le prix des loyers de façon systématique. Lorsque j'ai appris ça, j'en étais moi-même surpris. Alors j'ai décidé d'étudier les règlements de fixation des loyers de l'Ontario et ses effets sur le terrain. L'Ontario a introduit en 1979 son équivalent du TAL pour encadrer les relations locataires-propriétaires après la publication par le gouvernement d'un rapport attestant d'un déséquilibre en faveur des propriétaires au sein de la relation locataire-propriétaire. L'institution a évolué, tout comme les lois encadrant la location immobilière, jusqu'en 2006 où le gouvernement libéral de l'époque a donné forme à la structure législative toujours en place de nos jours. Si la législation était plutôt favorable aux propriétaires initialement, le retour du balancier s'est fait vers l'autre extrémité du côté des locataires. Ce n'est pas surprenant non plus compte tenu du fait qu'il existe beaucoup plus de locataires que de propriétaires et donc que le plein de votes se fait du côté des locataires pour les politiciens. La loi ontarienne impose une hausse de loyer annuelle maximale à tous les propriétaires d'immeubles locatifs. Autrement dit, le contrôle des loyers est imposé directement en Ontario alors qu'il est appliqué indirectement au Québec uniquement lorsqu'une demande en ce sens est déposée par un locataire auprès du TAL. En Ontario, la Commission de la location immobilière émet à chaque année un taux légal d'augmentation auquel doivent se soumettre les propriétaires. Le TAL fait la même chose au Québec, mais il s'agit d'une estimation moyenne d'augmentation de base. Autrement dit, le TAL vous indique la hausse moyenne qui devrait vous être accordée si votre locataire conteste votre hausse de loyer. Votre hausse peut dépasser la recommandation du TAL en autant que votre locataire l'accepte. En Ontario, la hausse que vous pouvez refiler à vos locataires est plafonnée légalement. L'Ontario est donc soumise à un régime beaucoup plus strict de contrôle des loyers. Par contre, une exception existait dans la loi et celle-ci exemptait tous les propriétaires d'immeubles construits après novembre 1991 du contrôle des loyers. Tous les propriétaires d'immeubles construits en novembre 1991 ou après pouvaient soumettre à leurs locataires la hausse de loyer qu'ils jugeaient appropriée une fois l'an avec 90 jours d'avis. Dans le cas où le locataire la refusait, celui-ci devait quitter les lieux. L'objectif était de favoriser la construction de nouveaux immeubles locatifs en exemptant les promoteurs du contrôle des loyers sans retirer aux locataires actuels leur privilège d'avoir un loyer à bon prix. Le hic, c'est que cette exemption fut retirée en 2017 par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne, un peu plus d'une année avant les élections provinciales de 2018. L'ancienne première ministre de l'Ontario pensait de cette façon freiner la hausse de prix des loyers à Toronto, où ceux-ci ont, dans certains cas, doublé en quelques années. Malgré cette modification importante au sein de la législation ontarienne, les propriétaires d'immeubles locatifs pouvaient continuer de hausser le prix des loyers sans restriction au départ d'un locataire, méthode qui est d'ailleurs encadrée et limitée par la loi au Québec. Sauf qu'avec un droit de maintien des lieux, quel locataire voudra quitter un loyer à prix modique subventionné par son propriétaire? Donc, sous Kathleen Wynne, l'ensemble du parc immobilier ontarien fut soumis à un contrôle strict des loyers
et à la hausse annuelle maximale dictée par le gouvernement, qui est limitée d'ailleurs à 2,5 % sans égard aux conditions économiques qui prévalent. Les conséquences initiales de cette politique n'ont pas pris de temps à se manifester. Quelques semaines après l'annonce, des promoteurs immobiliers de Toronto se sont mis à transformer des milliers d'unités en construction destinées à la location en condominium. On peut apercevoir l'effet des politiques du gouvernement sur les données de construction d'immeubles locatifs au centre-ville de Toronto. De 2016 à 2017, année où le contrôle des loyers a été étendu à tous les immeubles locatifs, le nombre d'unités construites est passé de 1620 à 534. En 2018, un an après que le contrôle des loyers fut étendu, seulement 199 unités locatives se sont construites au centre-ville de Toronto. Déjà, les effets pervers du contrôle des loyers commençaient à faire surface. La réduction du parc immobilier locatif venait faire exactement le contraire de ce que les politiciens ontariens voulaient accomplir avec le contrôle des loyers en faisant grimper encore plus le prix des loyers dans la ville reine. Pourtant, les effets pervers du contrôle des loyers sont bien connus et le gouvernement ontarien a été prévenu qu'une telle politique de contrôle strict des loyers n'allait qu'empirer la situation. Cependant, les politiciens sont maîtres dans l'art d'ajuster leurs œillères en fonction de ce qu'ils considèrent comme politiquement populaire sans égard aux faits ou aux conséquences à long terme de leur politique. Kathleen Wynne aurait pu simplement prendre une marche dans les rues de Toronto pour réaliser l'effet dévastateur du contrôle des loyers sur le terrain. Je vous rappelle qu'avant la modification de la loi, tous les édifices construits avant novembre 1991 étaient déjà soumis au contrôle strict des loyers. Je me suis rendu à Toronto et les conséquences du contrôle des loyers sont perceptibles par quiconque se balade dans les rues de la ville. Par exemple, je me suis promené sur la rue Bathurst, entre Queen et Dundas. Le secteur est identifié par le cercle rouge sur la carte. On se retrouve littéralement en périphérie immédiate du centre-ville. Les bâtiments observés sont situés devant un grand parc et le secteur est à 15 minutes de marche de la tour du CN identifiée par le cercle en vert. Autrement dit, il s'agit d'un emplacement de choix quasiment en plein centre-ville. En plus, la rue est desservie par les fameux streetcars de Toronto. Les édifices se trouvant dans le secteur que j'ai exploré ont été construits pour la plupart durant la première moitié du 20e siècle et possèdent une architecture magnifique avec leur revêtement de briques rouges. Cependant, la majeure partie des bâtiments se trouvant dans le secteur sont presque tous dans un état de décrépitude avancée. La peinture sur le revêtement de bois s'écaille, la brique a perdu son mortier à plusieurs endroits, les vieilles fenêtres en bois sont pratiquement pourries, les rails d'entrée complètement rouillés, les ornements totalement défraîchis et les toitures très souvent dans un état d'usure avancé. Ces édifices locatifs sont soumis à un contrôle des loyers depuis des décennies. Étant donné que leur construction précède novembre 1991, les propriétaires n'ont jamais pu profiter d'une exemption quelconque et tant que les locataires occupent les lieux, il n'est pas possible de réajuster le loyer à la hausse au-delà de ce qui est permis par le gouvernement. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et dans ce cas-ci, les images que j'ai prises à Toronto démontrent clairement les effets pervers du contrôle des loyers. La conséquence la plus importante, c'est que le contrôle des loyers ne permet pas aux propriétaires d'investir suffisamment pour conserver leur propriété en bon état. Le contrôle des loyers décourage les investissements et participe à la détérioration du parc immobilier locatif. Les propriétaires y pensent à deux fois avant d'investir des milliers de dollars dans leur immeuble locatif, compte tenu que le retour sur investissement est quasi nul. Ils ne sont incités qu'à faire le minimum ou au pire à laisser l'immeuble se dépérir. C'est d'ailleurs ce que j'ai observé sur le terrain à Toronto avec un contrôle des loyers. Il devient plus rentable pour un propriétaire de laisser son immeuble se délabrer que de l'entretenir à perte. Par exemple, juste à côté de ces deux édifices à louer complètement défraîchis, vous avez une demi-douzaine de bâtiments totalement délabrés à l'état d'abandon qui seront remplacés par un édifice à condos d'une trentaine d'étages. Une fois le citron pressé au maximum, les bâtiments sous contrôle des loyers devenus impropres à l'habitation sont revendus pour le terrain qui, lui, ne perd pas de valeur. Ça donne des situations comme celle-là. Petit à petit, le parc immobilier locatif se détériore, les logements deviennent insalubres, les habitations finissent par être abandonnées puis rasées et de nouveaux bâtiments y sont construits. Heureusement, les démarches à entreprendre pour obtenir un permis de démolition semblent plutôt faciles à Toronto, tout le contraire de Montréal. Bien que le contrôle des prix des loyers participe à ralentir la revitalisation des quartiers, la facilité avec laquelle un actif en fin de vie peut être démoli sans contrainte exceptionnelle
évite que des quartiers se retrouvent avec des dizaines de bâtiments abandonnés ou dans un état de délabrement avancé. On participe par le fait même à densifier le centre-ville et à augmenter l'offre de logements, ce qui contribue à atténuer la hausse des prix des loyers. Cependant, le contrôle des loyers provoque inutilement une lente et pénible gangrénisation des quartiers, menant inévitablement à l'amputation des éléments nécrosés au sein de ceux-ci. Malheureusement, la détérioration du parc immobilier n'est que l'effet pervers le plus visible du contrôle des loyers. Parmi ceux qu'on ne voit pas, on peut penser au gaspillage d'espace, au phénomène des évictions malhonnêtes et à la création d'une pénurie de logements. Mon objectif, c'était de constater sur le terrain les ravages que crée le contrôle des loyers et les images tournées parlent d'elles-mêmes, à mon humble avis. Heureusement, au Québec, le contrôle des loyers n'est pas aussi hostile qu'il peut l'être en Ontario. L'application indirecte du contrôle des loyers permet aux propriétaires québécois d'augmenter leur loyer au-dessus de la recommandation du TAL s'ils jugent nécessaire de le faire, tant que leur locataire ne conteste pas la hausse suggérée. Sans aucun doute, cette flexibilité supplémentaire vient amoindrir quelque peu la détérioration du parc immobilier au Québec, mais clairement, c'est insuffisant. Afin de pallier à la crise du logement à terme utilisée à peu près à toutes les sauces pour décrire à la fois le manque de logements abordables, les rénovictions et la hausse des loyers, il faut accorder une plus grande flexibilité aux propriétaires au niveau de l'ajustement du prix de leur loyer. En parallèle, il faut relaxer les règles d'urbanisme et les entraves inutiles à la construction immobilière dans le but d'inciter les promoteurs immobiliers à construire davantage d'unités locatives pour augmenter l'offre sur le marché. La solution ne réside pas dans l'imposition d'un nombre toujours plus grand de restrictions. L'exemple ontarien démontre que le contrôle des loyers est au mieux inefficace et au pire dévastateur. Il s'agit de rétablir la relation locataire-propriétaire sur la base de la coopération volontaire et de donner plus de latitude aux entrepreneurs en construction afin qu'ils puissent faire ce qu'ils font de mieux, soit construire des bâtiments. Pour mes camarades ontariens, consolez-vous, lorsqu'il fut élu en 2018, Doug Ford a réintroduit une clause exemptant les nouveaux bâtiments du contrôle des loyers. Toutefois, celle-ci s'applique seulement sur les nouvelles constructions datant de novembre 2018. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez du contrôle des loyers. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.